Bonsoir, bienvenue sur le plateau du débat de e-télévision. Le plus grand musée du monde gît au fond des océans. Des dizaines de milliers de navires ont sombré depuis des siècles, emportant dans leurs flancs des trésors insoupçonnés. Doublons d'or espagnol, ducats vénitiens, lingots d'or des mines du Pérou, émeraudes aztèques, fine porcelaine chinoise. Un tiers des trésors recensés sur notre globe dorent encore au fond de la mer, dans les épaves des galions espagnols, des caraques portugaises, des navires des compagnies des Indes, des jonques chinoises, de vapeur du début du XXe siècle. Un pactole à la dimension de la planète qui attend ses découvreurs. Pour en discuter, nous invitons ce soir Éric Surcouf. Bonsoir Éric Surcouf. Bonsoir. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors vous êtes l'arrière petit-neveu du roi des corsaires. Oui, en fait je suis le descendant de son jeune frère qui s'appelait Noël. Et donc Robert Surcouf est mon arrière-arrière-grand-oncle. Et vous publiez aux éditions du Cherche-Midi éditeur, en compagnie de Christian Bex, L'or de la mer, épaves et trésors engloutis. Alors ce qu'on découvre en vous lisant, on découvre des tas de choses, mais il y a vraiment une quantité énorme de trésors à récupérer. Oui, on peut considérer qu'aujourd'hui la mer est le plus grand musée du monde. C'est-à-dire qu'en fait, des spécialistes affirment que 40% des métaux précieux extraits par l'homme seraient aujourd'hui au fond des mers. Donc ils auraient navigué sur des navires qui auraient sombré et ils se trouveraient aujourd'hui au fond des océans. Donc il faut aller les chercher, il faut récupérer ce patrimoine qui appartient à l'humanité. Alors vous dites qu'il y a des milliers de navires qui ont sombré, il y en a à peu près 200 qui ont fait l'objet de recherches. Environ 200, oui. Autant dire rien. Oui, mais ce qui est déjà pas mal, parce que ce sont des opérations qui durent quand même assez longtemps, ça dure minimum 6 mois, quelquefois 2 ans, 3 ans, donc c'est quand même pas mal. Mais il y a un potentiel encore absolument énorme. Il y a, disons, je dirais environ sur toutes les épaves qui sont intéressantes, qui a une cargaison, il n'y a que 5% qui ont été exploités aujourd'hui. Ça ouvre effectivement des perspectives. Alors, pour ceux que la découverte des trésors intéresse, on s'aperçoit dans votre livre que quelquefois on peut trouver par hasard. Ça arrive, vous racontez l'histoire de cet Américain qui était en vacances à Cuba en 1969. Là, il prend un masque, il va nager et hop. Oui, disons que il n'a pas été le seul, hein, mais il y a... C'est pas Kip Wagner. Oui, Kip Wagner, c'était en 1969, je crois, il était à Cuba, effectivement. Bon, il est allé passer des vacances dans un petit hôtel, et puis il s'ennuyait un peu sûrement de uniquement la plage et le soleil. Donc il a loué un masque, des palmes, il est allé nager un petit peu, et puis à quelques mètres du rivage, il a vu quelque chose qui brillait, alors il a plongé, et il a découvert une croix en or incrustée de diamants. Un petit peu plus loin, il y avait un disque d'or. Un peu plus loin, il y avait quelques pièces. Enfin bon, finalement, c'était une partie du trésor d'un des navires de Cortés. Effectivement, donc c'était des objets précolombiens, parmi les premiers objets qui étaient ramenés du Nouveau Monde vers l'Espagne. Alors ça a donné effectivement envie à d'autres Américains de chercher non seulement à Cuba, mais également dans les Caraïbes, etc. Et c'était le début de la saga, je dirais, des fameux wreckers américains qui est bien connu aujourd'hui, sur la recherche des galions espagnols. Alors ce que vous expliquez aussi dans votre livre, c'est que des trésors, on va quand même en découvrir de plus en plus, parce qu'on dispose aujourd'hui de moyens ultra sophistiqués. Hein. Tout à fait. Oui. Des petits robots, des détecteurs de métaux très puissants. Oui, il y a une panoplie relativement classique, c'est vrai, qui sont par exemple le magnétomètre. C'est un appareil qu'on emploie couramment, qui est un appareil qui détermine les variations du champ magnétique ambiant. Nous avons des sonars, alors le sonar latéral qui permet de détecter tous les objets qui dépassent du fond de la mer, comme des canons, des encres. Bon, il y a le sonar à pénétration de sédiments qui permet de voir à travers la vase ou le sable. Et puis il y a toute une panoplie, effectivement, je veux dire pratiquement tous les ans, il y a soit des améliorations, soit des nouvelles technologies qui apparaissent. Alors, dans votre livre, vous expliquez très bien comment on fait pour aller rechercher l'or de la mer. Alors, il y a une démarche bien particulière à suivre. D'abord, il faut passer du temps dans les archives. Oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, les gens qui pensent comme ça au trésor sous-marin pensent tout de suite, il faut un bateau, et puis il faut aller dans un endroit dangereux où il y a eu des naufrages. Bon, c'est pas ça, parce qu'on risque, si on fait ça, de trouver une épave avec peut-être 10 ou 20 pièces d'or le premier jour. On va s'acharner, dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent surtout, et puis au bout de quelques mois, on n'aura trouvé que 20 ou 30 pièces d'or. Donc il faut toujours partir sur une piste. Et cette piste, on ne peut la trouver qu'à travers des archives.
Alors il y a des dépôts d'archives. En France, c'est la Bibliothèque nationale. C'est une bibliothèque nationale, les archives nationales, il y a des archives départementales, il y a des archives un peu partout, même dans des familles anciennes, il y a dans des monastères, on trouve des archives vraiment dans des coins assez incroyables. Hein. Alors ça, c'est un travail qui est obligatoire. Ça, c'est le travail d'archives. On ne part jamais si l'enquête n'est pas, je dirais, non pas bouclée, parce qu'elle n'est jamais bouclée, mais suffisamment avancée. Voilà. Et donc, ensuite, lorsqu'on a localisé sur le papier, il faut aller bien sûr sur le terrain. Alors avant d'aller sur le terrain, bien sûr, il y a deux étapes indispensables. C'est d'abord réunir bien sûr les financements de l'opération, et puis surtout d'avoir les autorisations. La demande de permis, oui, l'autorisation des... Ce qu'on appelle le permis de concession, si vous voulez, et il faut que les gouvernements, parce que 99 fois sur 100, ça se passe dans les eaux territoriales, c'est-à-dire la bande des 12 000 au-delà de la côte, et les gouvernements sont propriétaires de tous les vestiges archéologiques qui sont dans leurs eaux. Donc il faut qu'ils donnent l'autorisation de pouvoir exploiter ces vestiges et pouvoir les récupérer. Alors, quelquefois, on se trouve en compétition, plusieurs équipes peuvent avoir repéré une épave, et plusieurs demandes sont faites aux autorités locales. À ce niveau-là, il peut y avoir, effectivement, ça m'est arrivé, moi, d'être en compétition avec plusieurs groupes internationaux, etc. Bon, et puis de gagner, effectivement, la course parce que les gouvernements ont trouvé que mon groupe était le plus sérieux, parce que, enfin bon, différents critères. Bon, ça m'est arrivé aussi, et quelquefois, de ne pas obtenir une concession. Je veux dire, on ne gagne pas à tous les coups à ce jeu-là. Mais une fois qu'on a obtenu la concession, à ce moment-là, on est seul. C'est un permis exclusif. Alors après, donc, on est sur le terrain. Donc la première phase sur le terrain, et ça c'est intéressant pour les gens qui ne savent pas, c'est qu'on démarre par la localisation. Alors là, on emploie toutes les techniques dont je vous parlais tout à l'heure. Une fois qu'on a localisé une épave qui semble être la bonne, on l'identifie. Parce qu'il faut être sûr que c'est la bonne épave. Quelquefois, il peut y avoir une épave qui ressemble, mais qui n'est pas la bonne. Et quand on ressort une pièce de monnaie et qu'elle est 10 ans ou 15 ans postérieure à la date du naufrage, c'est la preuve que ce n'est pas la bonne. Donc celle-là, on l'écarte. Bon. Une fois qu'on a identifié la bonne épave, après, on étudie, on récupère, etc. Et on prépare le traitement. Parce que c'est très important de traiter pour pouvoir conserver les objets et qu'ils ne se détériorent pas. Éric Surcouf, comment ça se passe au niveau, je dirais, du partage du butin avec les autorités locales? Alors, une fois qu'on a effectivement donc traité les objets, une fois qu'ils sont restabilisés, je dirais, en quelque sorte, et ça prend quand même un certain temps, il y a bien sûr le partage. Alors ça, le partage est défini d'ailleurs dans le contrat d'origine avec le pays d'accueil. En général, ça tourne autour de 50%. Enfin, il n'y a pas de règle absolue. Hein. Bon, mis à part quelques pays. Hein. Bon, la France, ce n'est pas le cas. D'autres pays d'Europe, ce n'est pas le cas non plus. Mais en règle générale, moi, je travaille avec des pays donc étrangers qui travaillent sur cette base-là. Le partage est fait de façon à ce que, dans un premier temps, tous les objets, enfin tous les vestiges récupérés, qui ont un intérêt unique pour le patrimoine national du pays d'accueil, sont préemptés en priorité par les autorités locales. Par les autorités locales pour aller dans un musée. Et nous avons des spécialistes qui donc aident les locaux à mettre en valeur, si vous voulez, les vestiges récupérés. Enfin, du moins la part qui revient au gouvernement. Et tout le reste donc, revient bien sûr à notre groupe. Et nous effectuons après des ventes. Alors on favorise d'abord les musées, bien sûr, parce qu'il faut que les collections soient le plus homogènes possible, les grandes collections, et ensuite le public, par des ventes aux enchères comme Sotheby's, Christie's et Internet maintenant. Alors est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait fortune? On voit une photo dans votre livre de pièces de porcelaine d'un vaisseau qui est le Geldermalsen, qui a fait naufrage en 1752. Et il y a 160 000 pièces de porcelaine. Oui, c'est un des exemples. Il y a d'autres exemples nombreux dans mon livre de chercheurs de trésors sous-marins qui ont fait de très grosses fortunes et qui en font encore. Parce que, en fait, celui qui a trouvé cette épave, qui s'appelle Michael Hatcher, l'a trouvé il y a une dizaine d'années. Bon, il a quand même vendu ses porcelaines chez Christie's pour la somme de 110 millions de francs. C'est quand même pas mal. Et il y a peu de temps, puisque j'étais moi-même en Indonésie il y a 1 an et demi, et son équipe était à une vingtaine de kilomètres où nous étions. Bon, on a demandé la concession, d'ailleurs pour le même endroit, on l'a loupé à 3 semaines. Bon, c'est le jeu, hein, on n'est pas toujours les premiers sur une concession. Et là, il a trouvé une autre épave qui s'appelle le Texing, d'ailleurs j'en parle dans mon livre. Et, qui a fait naufrage en quelle année à peu près? Qui a fait naufrage au début du 19e, je crois que c'est en 1820 et quelques décembre. Bon. Et alors donc la porcelaine a moins de valeur parce qu'elle est plus récente. Mais enfin, ils ont quand même trouvé 350 000 pièces de porcelaine qui a été vendue aux enchères à Stuttgart. Et il y a eu beaucoup d'offres qui ont été passées par Internet. Et ça a été une grande première. Et ils ont quand même gagné 22 400 000 Deutschmark, ce qui
c'est quand même une très Une belle somme. jolie somme, oui. Très belle somme. Alors et vous, Éric Surcouf, vous avez fait fortune ou pas? Alors moi, je n'ai pas encore fait Vous avez découvert plein d'épaves quand même. J'ai hein découvert des épaves, je n'ai pas encore fait des trouvailles aussi fabuleuses. Je pense bien en faire bientôt, parce que j'ai pas dit mon dernier mot, comme on dit. Et dans ma famille, vous savez, il y a un dicton qui dit « bon sang ne saurait mentir ». Donc je continue la tradition familiale et j'espère bien, effectivement, trouver. Et j'ai encore pas mal d'années devant moi. Ah oui, oui. Alors on peut pas parler de l'or de la mer sans parler du monde de la flibuste, d'autant plus que dans votre livre, il y a une assez jolie galerie de portraits. Alors parmi tous ces personnages, tous plus étonnants les uns que les autres, il y a quand même Francis Drake, alors, fait partie des Anglais assez remarquables quand même. Bah oui, c'est vrai que Alors vous dites c'est le plus illustre corsaire anglais. Oui, ah oui, tout à fait. Bah, disons que je dirais que Francis Drake est aussi connu, sinon plus, que Robert Surcouf l'est en France. Bon, c'est vrai que quand on dépasse les frontières de France, Robert Surcouf, bon, il y a des gens qui connaissent et d'autres qui ne connaissent pas. C'est normal. Mais Francis Drake, au niveau international, est un des grands corsaires, je dirais, Alors vous reconnus. expliquez, il a débuté à 15 ans comme mousse, et puis il a terminé amiral, Oui, anobli par Elisabeth Ier. Tout à fait, tout à fait. Bah, et puis en plus, il faut savoir qu'il a quand même fait le tour du monde. Ça a été un des premiers à le faire. Bon, il a eu l'audace d'aller attaquer les galions espagnols sur la côte occidentale de l'Amérique du Sud. Alors c'était un endroit où les Espagnols se sentaient en sécurité, puisque les flibustiers à l'époque les attaquaient surtout au niveau des Caraïbes et dans le golfe du Mexique, enfin autour de Cuba. Bon, et là, Francis Drake, lui, il est passé de l'autre côté, dans le Pacifique, et est allé attaquer les galions espagnols, qui étaient donc très peu défendus, puisqu'il ne s'attendait pas du tout à ce que quelqu'un ait l'audace d'aller jusque-là. Alors il y a Henri Morgan aussi, autre flibustier qui fait une très belle fin de carrière. Alors, il faut savoir que Francis Drake n'était pas un flibustier. Ah, c'est un corsaire. C'est un corsaire. Vous pouvez expliquer la différence entre un flibustier et un corsaire? Et puis un pirate. Voilà. En fait, bon, alors disons que d'abord la différence entre un corsaire et un pirate. Un corsaire et un pirate, bon, c'est à peu près la même chose, hein, même les flibustiers. Bon, mais disons qu'un corsaire était quelqu'un qui agissait légalement, qui n'attaquait que les navires des nations ennemies, et il avait pour ça une autorisation qui était donc donnée, je dirais, avec le pouvoir, bien sûr, du roi, qui la plupart du temps n'était pas au courant, bien sûr, de ces autorisations, et ça s'appelait des lettres de marque. Et ces lettres de marque donner l'autorisation de faire la course, d'où le mot corsaire. Bon. D'accord. Et par contre, les pirates, bah, c'était des brigands qui attaquaient toutes sortes de navires, de toutes nationalités confondues, etc. Alors la flibuste, c'est un peu particulier, parce que souvent les gens confondent pirates, flibustiers, etc., boucaniers. Bon. Les flibustiers, c'est un phénomène qui a duré un siècle, et enfin, en 1630, 1730 à peu près, bon, et qui concernait uniquement les Antilles. Bon. Et ils étaient basés à l'île de la Tortue, la fameuse île de la Tortue qui a été célèbre bien sûr dans pas mal de films. Et donc ils attaquaient donc les galions espagnols. Henri Morgan, c'est un flibustier. Henri Morgan, c'était le roi des flibustiers. Comme mon arrière-grand-oncle était le roi des corsaires, bon, c'était lui le roi des flibustiers. Bon. Alors Henri Morgan, autre destin extraordinaire, lui, flibustier, il a pris Panama, vous expliquez. Oui. Et puis lui aussi, il a été anobli par Charles II, jolie fin de carrière, et il a terminé gouverneur de la Jamaïque. Oui, il a terminé vice-gouverneur de la Jamaïque, et d'ailleurs, il a même combattu à la fin ses anciens camarades. Oui, c'est quand même un assez bizarre retournement de situation. Alors Bartholomew Roberts, le plus efficace de tous, lui, il était quoi? Il était corsaire, il était... tous ces gens que vous me citez sont tous non, c'était des flibustiers, en fait, c'était des flibustiers qui étaient tous, bon, qui sont illustrés tous parce qu'ils étaient tous les uns plus cruels que les autres, ou tous les plus effrayants les uns que les autres. Bon, il y avait bien sûr le fameux Barbe Noire qui allumait les tresses de ses cheveux, les tresses de sa barbe, il mettait de la graisse dessus, il les enflammait, il arrivait, je veux dire, il montait à l'abordage comme ça, donc les gens étaient effrayés, bien entendu, bon, on pensait que c'était le diable qui arrivait. Donc non, ce sont des gens qui sont illustrés surtout pour leur cruauté, certains pour leur... Alors, parmi les plus cruels, vous citez Montbard, qui est un Français, un huguenot. Alors on l'appelait l'exterminateur. Oui, Montbard, l'exterminateur, oui, il portait bien son surnom. Il voulait venger sa famille. Oui, c'est ça, il avait une vengeance à assouvir, et donc il n'a pas combattu, lui, pour s'enrichir, il combattait pour tuer l'Espagnol. Pour le plaisir. Pour la vengeance. Pour la vengeance. Parmi les Français, dans cette galerie de portraits, on va parler de la Buse quand même. Alors la Buse, c'est autre chose. Hein. C'est pas un flibustier, lui, proprement parlé, parce qu'il n'était pas aux Antilles, parce qu'ensuite, lorsqu'il y a eu la paix avec l'Espagne,
la France est devenue donc l'allié de l'Espagne, etc. Donc, puisqu'en fait, la flibus est un phénomène de réaction qui était supporté officieusement par les rois qui avaient été écartés du partage du monde. Vous savez qu'il y a eu le grand partage du monde. De François Ier chez nous. Voilà, par exemple, François Ier. Bon, en 1494, 2 ans après la découverte de Christophe Colomb, il y a eu le partage du monde entre les Portugais vers l'est et les Espagnols à l'ouest. Et puis les Français, les Anglais et les Hollandais avaient été, je dirais, exclus. Alors, effectivement, les rois européens qui avaient été exclus ont cautionné quelque part la flibuste, effectivement. Bon. Et quand il y a eu, après la paix avec l'Espagne, les flibustiers, on leur a proposé un marché. On leur a dit, bon, soit vous repentez, on va vous amnistier, on va vous donner même une petite terre, etc., vous deviendrez agriculteur, etc., soit, eh bien, vous restez, on continue à vous pourchasser, et beaucoup ont voulu rester dans cette vie d'aventure merveilleuse. Bon. Et ils ont quitté les Antilles et ils ont passé le cap de Bonne-Espérance et ils sont arrivés dans l'océan Indien. C'est le cas de la Buse. C'est le cas de la Buse qui, lui donc s'est retrouvé, comme ses amis, leur base était l'île de Sainte-Marie. C'était le pendant de la Tortue, si vous voulez, des Antilles. L'île Sainte-Marie qui se trouve au nord-est de Madagascar. Il y avait jusqu'à 1500 pirates en même temps dans cette île, qui est toute petite. Et la Buse, effectivement, il est célèbre, lui, surtout parce qu'il a capturé un navire amiral portugais qui s'appelait la Vierge du Cap, avec le grand gouverneur général de Goa. Et qui avait d'ailleurs une croix énorme avec lui en or, incrusté de pierres précieuses, entre autres. Bon. Et il a donc caché son trésor et il s'est fait avoir, bêtement, je dirais. Et lorsqu'il était sur le point d'être pendu, ça se passait à l'île de la Réunion. Oui, le 7 juillet 1730. Voilà, vous êtes bien renseigné. J'ai lu les bons auteurs. Il la corde au cou, et il a jeté dans la foule un message, un cryptogramme chiffré, en disant « Mon trésor, à qui saura le comprendre ?» Et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a personne qui, à ma connaissance, a vraiment encore déchiffré ce message. Donc il y a encore un trésor fabuleux à trouver, parce qu'il avait sûrement différentes caches. C'était quelqu'un qui avait un gros trésor caché. Alors à propos de trésors, justement, dans votre livre, on découvre un certain nombre d'épaves et de trésors mythiques, certains découverts, d'autres pas, au premier rang desquels il y a la Santa Maria. Alors la Santa Maria, c'est particulier. D'abord, c'est le premier. Hein, c'est le premier trésor, je dirais, de navire espagnol au Nouveau Monde. Mais c'est un trésor purement historique, parce qu'en fait, il a coulé dans des circonstances... il a coulé d'ailleurs par temps calme, un soir de Noël. Ils ont eu le temps de débarrasser tout ce qu'il y avait de précieux à bord. Bon, donc il n'y aurait que les vestiges, je dirais, du navire, et encore, parce que peut-être une partie du navire a été désossée. Et on ne sait pas encore aujourd'hui vraiment s'il est en mer ou à terre, parce qu'on pense que la terre peut-être a gagné un peu sur la mer. Voyez. Donc c'est un trésor, je dirais, mythique, mais il y a un certain nombre de gens qui l'ont cherché. Plusieurs Américains, entre autres, qui l'ont cherché, etc. On cherche toujours ? On cherche tout. Ah oui, bien sûr, régulièrement, vous voyez dans les journaux, une équipe part à la recherche des vestiges de la Santa Maria. C'est vrai que c'est un navire mythique, et sur le plan historique, ce serait extraordinaire que quelqu'un... C'est un des navires de Christophe Colomb ? Oui, bien sûr, c'est un des 3 navires de... Oui, il y avait là... Oui. Oui, c'était le navire sur lequel était Christophe Colomb. C'est aussi pour ça que... C'est pour ça que je le mentionne. C'est pour ça aussi qu'il est considéré comme un navire mythique, évidemment. Voilà. Et c'est surtout, une richesse historique qu'il aurait uniquement. Oui, vous citez aussi le Mary Rose, qui est un vaisseau de la flotte d'Henri VIII d'Angleterre. Oui, le Mary Rose, qui est un exemple de récupération archéologique sous-marine, je dirais, d'un navire encore avec une coque en bon état. Parce que le problème, c'est que tous ces navires de cette période, moi qui m'intéresse, c'est-à-dire le 16e, le 17e, le 18e siècle. Vous êtes spécialisé sur cette période. Voilà, vous ne recherchez pas les épaves plus récentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire. C'est un petit peu comme un médecin qui est spécialisé dans le genou, un autre spécialisé dans les oreilles. Bon, on peut pas être bon. Donc on est obligé de se spécialiser à la fois sur une période et à la fois sur un type, je dirais, de navire. Donc le Mary Rose, effectivement, faisait partie d'une flotte sous le règne de Henri VIII d'Angleterre, et il a coulé, donc pas très loin de Portsmouth, et il a coulé dans un milieu vaseux. Et le milieu vaseux, il faut savoir que c'est un milieu qui est assez embêtant pour justement les découvreurs, mais qui quelque part est très bon parce qu'il permet de conserver le bois.
parce que le bois pourrit dans l'eau au fur et à mesure, disons, des années de présence oui. dans l'eau de mer, etc. Et puis il y a aussi des vers xylophages qui s'appellent les tarés, qui mangent le bois, etc. Donc toute la partie, je dirais, les structures du navire disparaissent. Et on ne retrouve qu'en fait, finalement, que le fond de la coque, en général, les membrures, si vous voulez, de la coque, sous la vase ou sous un sable assez dur. Et là, l'épave était suffisamment envasée pour que, justement, une grande partie de la coque soit encore intacte. Et il y a eu un travail colossal. Il y a une association qui s'est créée, qui était présidée par le prince Charles d'Angleterre. Et ils ont réussi à sortir ce navire, je ne dirais pas intact, mais en très bonnes conditions. Et il est aujourd'hui dans un musée à Portsmouth. Ça se passait en 1982, hein, c'était... Oui, c'est assez récent, sur une vingtaine d'années à peu près. Autre navire dont vous parlez, le Girona. Alors la Girona, oui, c'était une, oui, enfin, ou le Girona, on peut dire Girona, parce que c'était une galéasse, donc c'est un féminin. Et la galéasse était un navire qui fonctionnait, je dirais, avec des voiles et également avec des rameurs. Il y avait des galériens, je dirais, à bord. C'était un navire absolument imposant, comme vous pouvez imaginer. Bon. Et cette galéasse faisait partie, donc, avec d'autres galéasses d'ailleurs, de la flotte de l'Invincible Armada, que le roi d'Espagne a envoyé pour conquérir l'Angleterre. Parce que le roi d'Espagne était extrêmement puissant. On disait que sur son royaume, le soleil ne se couchait pas. Et il était à la fois d'ailleurs roi d'Espagne et du Portugal, avec toutes les colonies que ça pouvait imaginer comporter, vous vous rendez compte. Et en plus, mais ça ne lui suffisait pas, il voulait en plus conquérir l'Angleterre, parce qu'il avait, je dirais, une querelle assez vive avec la reine Élisabeth Ier d'Angleterre, il faut dire que bon, elle lui rendait la vie un peu difficile, hein, surtout avec Francis Drake, qui était donc son marin préféré. Donc la Girona a coulé effectivement sur les côtes d'Irlande. Et c'est amusant parce que d'ailleurs l'équipe qui cherchait la Girona, bon, ils ont passé des centaines d'heures en archives, etc. Et quand ils sont arrivés sur place, il y avait un petit kiosque à touristes qui était là et qui disait, ça s'appelait en plus le port aux Espagnols, vous voyez, l'endroit. Ils disaient, mais vous savez, il y a un navire là, qui est en bas dans la baie, un navire espagnol qui a coulé. Alors tout le monde se répétait, dit toute la légende, personne n'avait été voir. Et eux, ils ont plongé, en 1 heure, ils ont trouvé le navire. Alors, vous parlez aussi du général Grant, ça c'est une épave du XXe. Hein. Ça c'est encore autre chose, effectivement, ça c'est une épave qui a coulé sur les côtes de la Nouvelle-Zélande, et là effectivement, c'est une histoire, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est une histoire assez incroyable, avec une énorme cargaison d'or à bord, et il y a eu pas mal de tentatives de récupération, mais c'est une épave qui est extrêmement difficile, parce qu'elle s'est encastrée, je dirais, dans une falaise, et il y a une partie de la falaise qui est retombée dessus, enfin bon, il y a des histoires extraordinaires comme ça. Mon livre est farci d'épaves. Il y a l'épave du Titanic dont vous parlez oui, un peu. Oui, alors le Titanic, c'est pas vraiment, on va pas dire que c'est vraiment une épave à trésor. Bon, non, mais qu'est-ce qu'elle a fait rêver, hein? Ben oui, parce que c'est une épave qui fait partie encore, je dirais, de l'inconscient collectif des gens, parce qu'elle a quand même coulé au début du XXe siècle, et il y a encore des survivants. Donc c'est quand même une des rares épaves aujourd'hui, une des rares tragédies, si vous voulez, énormes, marine, où il y a encore des survivants. Donc c'est vrai que il y a un côté émotionnel extrêmement fort. Alors les objets qui sont remontés à la surface n'ont pas le droit d'être vendus. Pour le Titanic, expliquez-vous, oui. dans votre livre. Oui, tout à fait. Oui, justement, je dirais, en souvenir et en respect, je dirais, vis-à-vis des survivants. Et puis c'est un accord qui a été passé comme ça avec les survivants. Donc, alors peut-être que dans quelques années, ça sera peut-être différent, mais effectivement, tous ces objets, alors ils sont montrés dans des expositions. Il y a eu un certain nombre d'expositions un petit peu partout dans le monde, mais on n'a rien le droit de vendre. Les seuls objets qui ont été vendus, je crois, c'est des morceaux de charbon qui ont été vendus. Et le plus gros trésor jamais repêché, vous dites, c'est le lore antique. Ben, la plus grosse cargaison, oui, cargaison d'or surtout, je dirais, c'est effectivement le lore antique, qui était, il y a c'est un navire moderne, on appelle ça. Pour nous, disons, archéologues sous-marins privés, on fait le distinguo entre les navires anciens, qui ont plus d'un siècle, donc ça va jusqu'au 19e, et les navires modernes qui ont moins d'un siècle. Et ça, c'est un navire moderne.
Donc je ne dirais pas que je m'y intéresse moins, mais ça n'est pas, disons, principalement ma tasse de thé. Merci beaucoup Éric Surcouf, on vous souhaite de superbes découvertes pour les mois et les années qui viennent. Je rappelle le titre de votre livre, L'or de la mer, épaves et trésors engloutis, au Cherche et Midi Éditeur. Tout de suite, le journal et la météo sur iTélévision.